On va poursuivre donc ces tables rondes avec la deuxième table ronde qui s'intitule Tradition vivante, mémoire de tradition. Et pour ces échanges, je vais inviter Solène Bohennec, Julien Régy et Bernard Smialek à venir me rejoindre. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors vous avez chacun un micro, c'est parfait. Solène Bohennec, on va commencer avec vous. Vous êtes la présidente de la Confédération Warler, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'évoque pour vous cette tradition vivante ? Oui, alors bonjour à tous et merci encore de l'invitation de France Folklore. Donc là, c'est un peu la Bretagne qui vous parle. Alors la Confédération Warler est une confédération de cercles celtiques, de groupes folkloriques. En Bretagne, on a l'habitude de les appeler les cercles celtiques, mais enfin, c'est l'équivalent des groupes folkloriques. Et puis j'ai deux autres petites casquettes. Je suis aussi... J'ai dansé je danse depuis toute petite dans un groupe, un groupe en Pays Bigoudin, le Pays Bigoudin où on porte la fameuse grande coiffe bigoudaine. Voilà. Donc moi j'ai une grand-mère par exemple qui a porté toute sa vie cette coiffe jusqu'à son décès. Voilà. On parlait de rupture tout à l'heure, tout ça c'est des choses qui résonnent. Et puis je suis aussi responsable d'un musée de société, pareil le musée Bigoudin, voilà où du coup avec différentes visions de plein de choses de ce qu'on a parlé. Voilà. Alors, je me suis effectivement penchée et posé des questions sur tradition vivante, mémoire de tradition. J'ai mis comme ça quelques idées sur papier, des choses que je pense, des choses qui me questionnent, des fois peut-être que ça peut être un peu provoque, enfin je ne sais pas du tout. Voilà, je vous livre complètement mes sentiments là-dessus. D'abord sur la question de la tradition, donc on disait qu'est-ce que c'est qu'une tradition ? Enfin la tradition, le mot latin c'est transmettre. Voilà. Bon, on part de là. Moi, je pars du postulat que les sociétés ont toujours évolué. Voilà, toutes les sociétés se sont toujours nourries, elles ont toujours emprunté, elles ont toujours aussi innové. En plus de cela, évidemment, il y avait tout ce qu'on pouvait transmettre, donc voilà, toutes les questions de tradition, mais en se disant qu'encore une fois, rien n'a jamais été figé nulle part. La tradition, alors de quoi on parle en Bretagne, tout ce qui va venir de cette société traditionnelle qui commence à disparaître déjà à la fin du 19e avec la guerre de 14 qui éclate un petit peu quand même en morceaux, du regret déjà des folkloristes à la fin du 19e par rapport à cette disparition du vêtement de cette société-là. Donc déjà en 1880, il y avait des gens qui s'alarmaient de la disparition de ce vêtement, de gens qui commençaient à s'habiller à la mode citadine. Voilà, quelle horreur. Et puis 130 ans après, on y est encore. On a encore des femmes chez nous qui au quotidien portent cette grande coiffe bigoudaine. Vous allez me dire qu'elles sont plus nombreuses. Non, elles sont plus très nombreuses, mais néanmoins c'est quelque chose qui existe toujours et qui est une sorte de résistance peut-être à l'uniformisation de nos sociétés aujourd'hui. Alors, de quoi sommes-nous héritiers ? Je me disais, on est héritier peut-être de deux choses. De cette société traditionnelle, évidemment, éminemment, mais je me dis qu'on est aussi héritier de notre mouvement folklorique, parce que ce mouvement folklorique, mine de rien, il est en place aussi depuis longtemps. C'est un mouvement qui se met en place à la fin du 19e. À Pont-l'Abbé, dans ma ville, on a un groupe qui s'installe dès 1906. Enfin, c'est le premier témoignage d'un groupe, 1906. Ça veut dire que, 110 ans après, on a eu une continuité de groupes folkloriques. Donc, sommes-nous héritiers de la société traditionnelle, certainement, mais aussi héritiers de cette tradition folklorique, voilà, qui commence aussi à s'installer dans le temps. Donc voilà, de qui sommes-nous héritiers, pour quelle part ? Donc tout ce qui va être effectivement la question de la représentation publique, qui n'était pas du tout la question de la société traditionnelle évidemment, mais qui est la question du folklore. Donc de tout ça, on est héritier de ce mouvement folklorique. Tout ce qui va être la question des défilés, des prestations, alors des triomphes aussi en Bretagne, et donc toutes les questions de mise en scène, d'usage folklorique. Enfin tout ça, on est héritier de cette tradition-là. La question du costume. Alors, j'ai entendu plein de choses qui me plaisaient. Tout à l'heure, j'aurais voulu prendre la parole pour un tas de trucs. Alors, avec toujours effectivement la question du modèle, du choix de la reconstitution, de la restitution, de la création. En premier lieu, qu'est-ce qu'on veut dire de soi ? Voilà, toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai voulu dire de moi en venant comme ça et pas en m'habillant effectivement en bigoudaine.
la société traditionnelle, même si ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que vous portez les vêtements de vos régions et pourtant les usages n'ont plus rien à voir avec ceux de la société traditionnelle. Voilà, on ne porte plus le vêtement pour la même chose du tout. Hein. Voilà, donc toutes ces questions-là. Voilà. On parle donc de la mémoire, finalement. C'est mémoire de tradition. De porter le costume, peut-être, pour... Ouais, donc c'est... On veut un costume et on veut plus que ça, on veut aussi une identité, quoi. Voilà. Donc la question de qu'est-ce qu'on porte, une identité, juste un vêtement. Donc aujourd'hui, en Bretagne, on a, et notamment dans mon territoire, on a un attachement très fort au patrimoine vestimentaire. Mais c'est étonnant parce qu'effectivement, à la fac, on travaillait effectivement en ethno sur le sentiment d'appartenance qui se développe plus tardivement, à l'adolescence. Et chez nous, on a des petits. Hein. À 3 ans, j'ai la fille d'une amie qui a dit à sa mère, oh, tu te rends compte, maman, à 3 ans, tu te rends compte quelle chance que j'ai d'être bigouden, maman. Et voilà, à 3 ans, on a des gamins qui, en voyant le costume et en le portant, développent déjà ce sentiment d'appartenance. Donc voilà, le vêtement est vraiment est quelque chose de très important chez nous, au moins en pays bigoudin. Voilà, qu'est-ce que je me suis posé comme question ? Donc tout ça, je me dis oui, c'est de la tradition vivante, évidemment. Je me suis parlé aussi de la question de la création vestimentaire. Alors je me dis les anciens tailleurs dans la société traditionnelle, évidemment respectaient un tas de codes, puisqu'on avait une société qui était quand même très, très corsetée, hein, même dans le monde traditionnel, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont petit à petit amusés à casser des codes, à en reconstruire d'autres. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, on a le droit d'être dans ce continuum ? Parce que les tailleurs ont tout le temps fait évoluer la mode. C'était leur fonds de commerce, hein, c'était des marchands. Voilà. Si on ne fait pas évoluer la mode, on ne vent plus. Donc, comme partout, ils ont fait tout le temps évoluer et les matériaux et voilà tout ce qu'ils proposaient pour pouvoir vendre aussi, évidemment. Et les sociétés traditionnelles n'étaient pas dupes de tout ça. Et alors en Bretagne, il y a quelque chose qui est aussi hyper intéressant, c'est tout ce qui va être création contemporaine. Donc on va s'inspirer de l'esthétique du vêtement traditionnel pour aller sur de la création, mais alors du coup qui n'a tout à voir ou rien à voir avec le vêtement traditionnel, des robes de mariée, des robes de représentation, enfin des Nolwenn Leroy qui vont porter des créations effectivement de Pascal Jaouen qui s'est inspiré effectivement des vêtements traditionnels. Donc voilà, où on utilise ces esthétiques, c'est tout ce savoir-faire, parce que voilà, il y a des vrais savoir-faire derrière, de repassage, de plissage, de broderie, enfin voilà tout un tas de choses qu'on va réinvestir dans une création contemporaine. Un petit point sur le répertoire dansé. Là aussi, une tradition éminemment vivante, évidemment, en Bretagne, avec la question du Fesnos, qui est inscrite au répertoire de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc voilà, le répertoire dansé comme le vêtement qui a connu des fortunes un peu diverses en Bretagne. Mais aujourd'hui, on a une vraie tradition vivante de la danse en Bretagne via les Fesnos. Ça m'amène à ma dernière page. Donc oui, tout ça, moi je dirais que c'est une tradition vivante, évidemment, puisqu'on a transmis des choses et on continue à en faire un tas de choses pour de la scène, pour soi, pour les autres, pour du collectif. Et puis alors la deuxième question, la mémoire de la tradition, je me dis que ça c'est peut-être plus ma casquette musée. On s'est posé la question au musée, qui sommes-nous ? Alors on s'est défini comme musée de société, collecteur de mémoire, conservateur de patrimoine, agitateur d'identité, chercheur en ethnographie. Alors je vous lis juste une petite phrase de présentation. De recherche en questionnement, le musée souhaite donner de la conscience, du savoir, du recul, de la saveur à un fragment d'universalité, celui de la mémoire bigoudène. Voilà. Donc je me disais qu'en ça on était bien aussi mémoire de tradition. Voilà un petit peu rapidement mes pensées à ce sujet. Merci beaucoup, Solène. Julien Régis, je vais vous donner la parole. Vous êtes donc administrateur de la Fédération des associations de musique et danse traditionnelle et vous intéressez au mouvement folk, c'est bien ça ? Oui, entre autres. Alors effectivement, mouvement folk qui peut être appelé aussi mouvement trad, en fait, pas chercher à non plus catégoriser. Donc j'étais content de représenter le mouvement folk ici. Alors rapidement, moi comment je suis arrivé là, en fait, pour un peu contextualiser, moi je suis musicien et j'ai commencé la musique avec une autre tradition qui sont les musiques africaines.
Et petit à petit, quelqu'un m'a appelé un jour pour jouer dans un groupe de musique traditionnelle. Et je me suis rendu compte que ici, non pas d'où je suis forcément originaire depuis des générations, mais où je suis né, sur la terre, en Occitanie, il y avait aussi une tradition. Et donc cette musique que moi je faisais, que j'avais empruntée d'un autre pays, il y avait aussi quelque chose qui se pratiquait ici. Et je trouve que cette histoire de racines, cette histoire de justement pouvoir pratiquer quelque chose qui est sur un territoire sur lequel on vit, était quand même assez riche, assez intéressant, notamment pour aller justement le partager avec d'autres personnes lors de mes voyages. Ça fait voilà, un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis là-dedans, donc j'ai pas moins de tradition musicale empreinte de générations venant de ce que j'ai appris de mes aïeux, quoi. Vous les avez adoptés? Je les ai adoptés comme cette terre m'a adopté notamment, mais une terre où j'y suis né. La FAMDT, donc Fédération des acteurs musique et danse traditionnelle, a été fondée en 85. On y retrouve à peu près 120 adhérents. On est basé à Nantes. Moi, je vis ici en Occitanie, à Sommières. L'idée de cette fédération, c'est de regrouper donc des acteurs qui travaillent sur cette matière des musiques et des danses traditionnelles, mais c'est assez vaste. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des gens qui vont travailler sur du collectage, donc plus travailler la recherche du répertoire. Des gens qui vont travailler sur la transmission et puis des gens qui vont travailler sur la création. Donc bien sûr, la plupart du temps, les acteurs font souvent ces trois champs différents, mais voilà, il y a cette idée de savoir de quoi on parle, ensuite pouvoir le transmettre à des générations futures et du coup aussi créer des nouvelles choses. Dans le respect tout de même de ce qui a été fait auparavant ? C'est une bonne question parce qu'il faut déjà savoir vraiment ce qui a été fait avant. On est sur des répertoires qui étaient de transmission orale. Donc même à partir de là, si on va chanter une mélodie, certains vont l'entendre comme ça, d'autres vont la retransmettre d'une autre manière. Donc oui, on essaie le plus possible, enfin certains en tout cas des acteurs de cette fédération essaient le plus en possible de respecter quelque chose qui nous parle. Après, on peut se dire que la tradition de demain s'invente aujourd'hui. Donc il y a quand même cette constante évolution qui est là. Moi, ce que je constate depuis ce mouvement folk, ce mouvement trad, il a connu plusieurs vagues, notamment avec le revival dans les années 70, où là, beaucoup de musiciens sont allés collecter. Donc avec encore des gens qui pouvaient le transmettre de manière orale, faire du collectage pour garder cette matière qui est très très intéressante, qui est très riche et qui est très diversifiée suivant les régions de France où on est, bien sûr. Ensuite, il y a eu un petit peu un déclin, en tout cas vers chez nous, là, en Occitanie, un peu un déclin de cette pratique, notamment du bal folk. Et depuis 20 ans, donc moi je m'occupe d'un festival sur Sommières qui s'appelle les Tradivernales, qui a fêté ses 20 ans l'an dernier. Quand on a commencé il y a 20 ans, on avait une soirée et on avait 500 danseurs, ce qui est déjà beaucoup. Maintenant, on est sur une semaine de festival et on est à 1000 personnes par soir. Donc, énormément de regains autour de cet univers du bal folk et notamment de jeunesse. Donc, c'est quelque chose qu'on a constaté ces dernières années. Quelque chose qui continue à évoluer parce que je crois qu'il y a vraiment un besoin aussi des gens de retrouver quelque chose dans cet endroit-là, quelque chose qu'ils ne vont pas trouver dans des concerts où ça va être beaucoup plus individuel. Donc c'est ce vivre ensemble que les gens viennent chercher dans le bal folk et qui sont complètement abasourdis par ben oui, mais en fait ça peut se faire, c'est inclusif parce qu'on va nous montrer les danses et c'est jeune, c'est ouvert à tous, c'est ouvert à différentes générations. Ça c'est quand même assez intéressant. Après nous je ne peux pas parler vraiment au sein de donner une seule couleur sur la FAMDT parce que ça représente vraiment des gens, des acteurs très très différents, mais ce qu'on essaye de mettre aussi en valeur
dans notre fédération, c'est la question des droits culturels. Donc c'est aussi cette question d'éducation populaire, cette éducation de droits culturels, donc de reconnaître aussi la culture de l'autre. Cette histoire de droits culturels qui a été aussi quand même qui est beaucoup discutée en ce moment et notamment mis dans le débat par rapport au fait que ça a été inclus dans la loi NOTRe. Donc c'est aussi toute cette espèce de matière qu'on essaie de travailler, de véhiculer par rapport à des valeurs d'éducation populaire. Nous, on s'est questionné cette année de changer le nom de la fédération. Pourquoi ? Parce que finalement, certains acteurs ne s'y retrouvaient plus. Et Fédération des acteurs de musique, alors acteurs et actrices, on a changé. Pour le nom, parce que le nom plaisait parce que c'était, on pensait, on en a beaucoup débattu, que finalement, danse traditionnelle nous montrait encore du doigt et pouvait nous exclure du champ des musiques actuelles, parce que donc finalement quand on va auprès du ministère un petit peu revendiquer notre cause en disant oui on manque de financement, on nous dit allez dans les SMAC, salles de musique actuelle, scènes de musique actuelle, qui sont parce que vous faites partie des musiques actuelles. Voilà, donc en fait certaines structures de production, parce qu'on peut parler de production, on a effectivement, on est dans un champ économique de ces musiques-là. Et on s'est dit, oui, mais alors c'est vrai, des fois, quand on dit danse traditionnelle, on nous renvoie, et ce n'est pas provocateur, hein, on nous renvoie à l'aspect folklorique aussi de la chose. Et c'est vrai qu'on essaie parfois de se distinguer, et c'est peut-être une erreur, hein, justement, de plutôt essayer de réunir nos forces plutôt que de diviser, mais on essaie de distinguer des fois de l'aspect folklorique, qui, dans la vision de certaines personnes, peut paraître figé, justement. Et je remercie vraiment l'invitation aujourd'hui, parce que je trouve que à la fois la thématique est une grande thématique d'ouverture, mais les personnes présentes aussi montrent cette ouverture. Et donc, c'est intéressant aussi de voir que pareil, des fédérations évoluent, sont en mouvement de la même manière. En mouvement de la même manière. Donc voilà, cette histoire de enlever le mot traditionnel, on a bien cherché un peu dans tous les sens, mais on s'est dit finalement, comment on va pas renier quelque chose qui nous parle en fait, hein. On est revenu à peut-être le mot populaire, donc on a fait un brainstorming comme on dit en occitan, et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre d'autre. Mais finalement, on s'est dit non, c'est pas essayer d'enlever ce mot-là, c'est plutôt de redonner sa valeur à ce mot qui nous parle, parce que on constate notamment, et c'était intéressant parce que c'est des jeunes musiciens qui disaient mais non, mais moi le mot traditionnel il me convient, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que souvent on va nous dire ah oui, traditionnel c'est les sabots, c'est ça, c'est les anciens, oui, il y a ça aussi, mais il y a d'autres choses, plein d'autres choses qui se font. Moi, j'essaye pas de ne pas regarder ce qui se fait dans le passé. J'essaye de travailler avec la matière dont on a maintenant envie aussi d'ouvrir à du nouveau public. Je travaille depuis 2 ans sur un projet qui s'appelle les Trad Sessions. C'est des concerts de musique traditionnelle dans les salles de musique actuelle, donc les SMAC, sur l'ensemble de la région Occitanie. C'est sûr qu'on a des accueils des directeurs de salles qui sont très différents les uns et les autres, et souvent on nous regarde avec des yeux un peu étranges. Voilà, sur Paloma, donc la salle de Nîmes, qui est une salle ouverte depuis 5 ans, qui est une très très belle salle. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux, et petit à petit, ils se disent ah mais oui, en fait, l'image que je me faisais n'est pas celle qui est du tout passéiste en fait. Hein. C'est s'enlever un petit peu ce côté passéiste pour aller ouvrir et renouer aussi avec des cultures. Le directeur de la salle de Paloma est breton, donc quand même il avait déjà été dans les fest-noz. Voilà. Moi souvent quand je présente le bal folk occitan, le balletti, je dis c'est comme le fest-noz mais en Occitanie, parce que en Occitanie parfois, enfin quand je dis Occitanie c'est très 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 large, hein, je parle.
de la zone culturelle plus que de la zone, on va dire, administrative, telle qu'elle a été nommée maintenant avec Montpellier et Toulouse, ce qui ne peut pas sans poser des problèmes parfois, mais sur cette zone qui est un peu une zone de passage, on a une tradition qui a été plus en mouvement, donc moins ancrée comme on a pu l'avoir peut-être en Bretagne. Et du coup, les gens ne savent pas trop qu'ici, ça danse aussi. Voilà un petit peu tout le travail que moi, j'essaye de faire à travers différentes structures. Alors, c'est pas le folklorique, ils accueillent des groupes de folklore de différents horizons ? Pardon ? De différents horizons, les groupes folkloriques qui viennent performer dans ces balles. Alors, on n'appelle pas ça des groupes folkloriques, ce sont avant tout des musiciens, des groupes de musique qui utilisent la matière traditionnelle comme une matière pour créer. Souvent, hein, enfin c'est pas le cas de tous les groupes, mais beaucoup de groupes avec lesquels je travaille. Et cette matière, elle peut être soit par le biais de la langue, et notamment en Occitanie, où on a une langue qui est assez forte aussi, soit par le biais des instruments, soit un des vecteurs qui est le plus rassembleur, qui est quand même la danse. Donc ces danses dites traditionnelles, mais qui finalement ont quand même pas mal évolué. Certaines, effectivement, sont assez anciennes, et d'autres ont complètement évolué, non pas forcément dans la manière de les faire, mais elles sont arrivées dans le bal folk dans des années pas si lointaines. Très bien. Alors, on va passer maintenant à autre chose avec Bernard Smialek. Je crois que vous allez nous parler de danse, principalement. Oui, principalement effectivement de la danse, mais pas seulement, il y a aussi la chanson, il y a la musique, mais il y a également le costume. Et là, je rebondis un petit peu sur la tradition. Pour moi, la tradition, c'est pas du passéisme. La tradition, pour moi, c'est tout simplement l'identification d'une identité. C'est une identité régionale que l'on affirme. Donc, et faire évoluer effectivement le costume traditionnel, pourquoi pas? Aujourd'hui, nous n'avons pas les matières d'hier, mais nous avons les matières d'aujourd'hui. Il faut faire avec. Mais il faut garder son identité régionale. Je me vois mal avoir une Bretonne avec une coiffe alsacienne. C'est une évolution possible. Mais celle-ci, je ne me la retrouve pas. Parce que ce n'est pas mon identité. Si je suis en Bretagne, je vais garder mon identité bretonne. C'est justement ce qui m'amène sur le sujet de la Pologne, puisque moi je suis originaire de Pologne. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient des passionnés de musique, puisqu'ils étaient eux-mêmes musiciens traditionnels, et que j'ai bercé effectivement dès l'âge de 6 ans à être mené dans les écoles de danse pour transmettre la tradition, dont la transmission, effectivement, c'est aussi la mémoire. Et j'en suis la charge aujourd'hui de pouvoir transmettre et de pouvoir effectivement être une mémoire de cette tradition. J'ai fait mes études en Pologne, et la chance que nous avons en Pologne, c'est que la tradition est un art majeur et non pas un art mineur. On l'évoquait tout à l'heure avec le professeur effectivement, mais la Pologne a une histoire qui fait que, justement, elle doit essayer de se construire une identité, ou reconstruire une identité, ou retrouver une identité. La Pologne a perdu complètement ses frontières pendant 150 ans. Elle a retrouvé des frontières qui n'étaient pas forcément les siennes en 1918. Et pendant cette période, de ces 150 ans, il y a eu un éminent personnage, Oskar Kolberg, qui est parti dans tous les horizons de la Pologne, dans tous les villages, pendant plus de 30 ans, faire du collectage. Ce collectage, aujourd'hui, regroupe environ 80 à 90 ouvrages, qui sont pour nous une référence, qui nous permet effectivement de s'appuyer sur ces traditions, mais de la prendre en tant que telle, c'est-à-dire que c'était effectivement le 19e siècle. Aujourd'hui, les choses ont aussi évolué. Mais à partir de 1918, la Pologne s'est appuyée sur ce qui se faisait la Suède, avec l'ouverture dans les années 1890 du premier Skansen, c'est-à-dire écomusée, et d'ouvrir en fait en Pologne des écomusées comme étant la réserve du patrimoine et la mémoire du patrimoine traditionnel.
Aujourd'hui, on continue à transmettre ces traditions et on continue également à l'enseigner, puisque c'est un art majeur, comme je le disais, qui a un diplôme universitaire, dont j'ai d'ailleurs, mais ce diplôme universitaire permet de pouvoir avoir des recherches et permet également de continuer de faire du collectage. Il permet également de se fixer sur une période ou sur une région. On peut être spécialiste d'une région ou multi-spécialiste en ayant un regard plus vaste sur toutes les origines et toutes les ethnies polonaises. Et ce qui donne aujourd'hui également des groupes folkloriques qui sont des groupes folkloriques régionaux qui défendent leur propre identité, comme l'exemple que l'on voit aujourd'hui. Chacun aujourd'hui représente le folklore de son village ou de ses environs. Mais nous avons une structure qui n'existe pas du tout en France, et parfois je le regrette. C'est également des structures que l'on voit plus en ville, puisque si la tradition est très forte dans les villages, dans la campagne, elle se transmet également en ville, mais par des ensembles qui sont des ensembles qui regroupent le folklore de la totalité de la nation, de façon à se retrouver dans une identité. Et ceci, nous ne l'avons pas en France. Je ne connais pas, peu ou prou, peut-être Arcadence, qui fait d'autres folklores que celui de sa région, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et je trouve ça particulièrement dommage. Et je pense que ça peut être aussi une évolution pour pouvoir faire connaître nos traditions. Comment ça s'appelle et quelle forme ça prend ? Eh bien, vous avez dans les villages, vous avez donc des groupes folkloriques qui sont des groupes folkloriques traditionnels, qui ne font que le folklore de leur région, avec leurs instruments, avec leur langue ou leur dialecte, avec leurs costumes, et ne font qu'une prestation qu'avec ce costume, et pas d'autre chose. C'est ce que nous voyons très souvent d'ailleurs en Bretagne, ou ce que nous pouvons voir aussi en Alsace, où j'habite aujourd'hui. Et il y a d'autres ensembles, donc les seconds exemples, sont ce qu'on appellerait ici des ballets, puisqu'il y a une technique de travail. Il y a effectivement une technique de travail classique qui est présente, puisque la danse, effectivement, c'est aussi une certaine tenue, mais c'est aussi apporter une communication au public que l'on va interpeller. Et du coup, ces groupes font du folklore de différentes régions, donc présentent différents costumes. Une sorte de vitrine, finalement, pour communiquer autour de ces différents folklores. C'est exactement cela. En fait, c'est une initiative qui a vraiment pris ses racines pendant la période du communisme, donc surtout après la Seconde Guerre mondiale, puisque dans la première partie de la naissance de la Pologne entre 1918 et 1939, nous étions sur un régime qui était plutôt un régime populiste, donc qui privilégiait plutôt la reconnaissance ethnique et régionale. Quand nous sommes passés sur un régime effectivement communiste, il a fallu essayer de gommer ce régionalisme et essayer d'avoir une unité à façon effectivement de pouvoir rassembler l'ensemble des gens sur un même thème qui est celui des arts et traditions populaires. Alors tout ça est très intéressant et j'imagine que vous avez des réactions. Alors, est-ce qu'on peut me dire qui a le micro ? Micro. Bonjour monsieur. Vous avez évoqué la possibilité pour un groupe de présenter du folklore de tout un pays. Il y a eu une très grande tentative en France. Dans les années 1960, Jacques Doué et son équipe a présenté des spectacles qui étaient d'inspiration de toutes les régions de France. J'ai un peu le regret de dire que ce sont un peu les groupes folkloriques qui l'ont assassiné, parce qu'il est arrivé pratiquement en 50 ans trop tôt. C'était quand, pardon ? En quelle année ? Dans les années 1960. D'accord. Et on n'a pas compris. Enfin, moi qui étais déjà dans le coup, on n'a pas compris ce qui se passait. Voir un groupe venir dans le fin fond du Berry, nous expliquer qu'ils allaient nous jouer une bourrée accompagnée d'un piano puis d'une harpe, ça nous a agacé profondément. Et j'avoue que nous avons eu tort. C'est quelqu'un qui nous a sans doute apporté beaucoup. Si on avait eu le courage de lui serrer la main, de discuter.
Alors maintenant, on va parler tout à l'heure des apports extérieurs, vous parliez, Madame de la Bretagne. Moi, j'ai failli naturaliser breton parce que j'ai été ambassadeur à la Libye pendant 14 mois. Je m'en suis évadé. Et j'ai toujours le plaisir de les revoir. Et il ne faut pas oublier que on parle beaucoup on voit beaucoup à la télévision des grandes manifestations, le Festival de l'Orient, bref. Et ce qui est drôle, c'est que au niveau des instruments, ça n'intrigue personne. Parce qu'en fin de compte, cette grande cornemuse, elle est essentiellement écossaise. Elle a fait la renommée de la culture bretonne, et je l'en félicite évidemment. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est un apport considérable à la musique, bien que la tradition, on la voit plutôt au Bourin avec les sonneurs de gauche. C'est plutôt là qu'il faut aller, je crois. Monsieur. Ah oui, pardon. Christophe, vous vouliez réagir? Je voudrais juste réagir, effectivement. Jacques Douai, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai aussi côtoyé. Mais moi, j'appartenais à une autre compagnie qui était la compagnie de danse française de Michel et Michel Blaise, où effectivement, c'est une compagnie à laquelle j'ai eu un grand bonheur de pouvoir travailler. J'ai travaillé en tant que professionnel, c'était vraiment une joie de pouvoir parcourir le monde et justement diffuser le folklore français. J'ai eu la chance également de pouvoir être animateur auprès de la compagnie et de rencontrer surtout vos maîtres à danser. Et ça, pour moi, c'était l'essentiel. Parce que, effectivement, grâce à cette rencontre de ces maîtres à danser, je suis arrivé en Alsace en rencontrant Richard Schneider, qui était un maître à danser pour moi absolument exceptionnel et qui m'a amené à dire reviens donc du côté de la tradition et on a des choses à faire. Et je suis passé de ce côté-là. Donc oui, effectivement, ils étaient avant-gardistes et dommage qu'ils n'existent plus. C'est vrai, c'est un regret. Solène, vous voulez... Juste une petite chose, effectivement, sur l'idée de la cornemuse et du biniou, hein, puisque c'était un peu ça la question. Vous êtes bien informé de ce qui se passe en Bretagne. Alors effectivement, l'instrument traditionnel en Basse-Bretagne serait plutôt le biniou. La cornemuse est une apparition dans le courant du XXe siècle, enfin, quelque chose qui est arrivé d'Écosse, effectivement, qui est un instrument d'importation, on va dire... Voilà, mais qui a fait aussi la renommée de la Bretagne aujourd'hui. Et c'est vrai que peut-être les musiciens ont toujours été moins frileux que les danseurs pour apporter peut-être de nouvelles choses. En tout cas, les musiciens bretons ont été très loin, enfin continuent à beaucoup créer, à beaucoup diffuser. Et le mouvement de la danse, des groupes a suivi aussi ça. Et alors du coup, le jeune homme du fond de salle, je crois que je ne le vois plus, mais pour réagir à ça, effectivement, quand j'étais gamine, il y a 25 ans, on avait honte de dire, enfin voilà, on disait pas du tout qu'on faisait de la danse bretonne. Enfin vraiment, c'était la honte, hein, exactement ce que disait le jeune homme. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai en Bretagne. Aujourd'hui, on a enfin les jeunes, ils sont hyper décomplexés avec ça, hyper fiers. Ils sont en costume sur tout leur profil Facebook. Enfin, on a vraiment. Mais je crois que c'est peut-être dû à ce mouvement des musiciens qui a porté aussi une autre idée de la Bretagne. Et du coup, on a une culture qui est aujourd'hui vraiment décomplexée, quoi. C'est vrai, mais il faut penser que c'est quand même un peu un plagiat des paillements écossais. Et c'est bien, mais il ne faut pas oublier le reste. Non, je crois qu'il ne l'oublie pas. Alors, c'est toujours la question de la lettre ou de l'esprit. Et je crois que quand, effectivement, on respecte l'esprit, peut-être pas peu importe la lettre, mais enfin... C'est des groupes, aujourd'hui les Bagadous, qui font beaucoup de recherches, effectivement, sur tous les collectages qu'on pu être menés avec des grandes structures comme Dastum, qui a fait énormément de collectage en Bretagne. Voilà, quand on respecte l'esprit, quand on connaît intimement la matière, je crois qu'après, on peut amener à une création. Effectivement, quand la création précède la connaissance, là, on peut aller sur des dérives. Mais quand on connaît intimement sa matière, je pense qu'on peut aller après facilement vers de la création. Décidément, on est d'accord. Pardon ? Décidément, on est d'accord. Monsieur. Moi, je voudrais réagir sur plusieurs sujets. Pardon. René Sorisseau, je viens d'une troupe qui s'appelle les Joyeux Vendéens. Voilà. La Vendée. L'origine, le nom de tout de suite, l'origine. Je voulais réagir sur un premier point par rapport à ce que dit Julien Régis quand il a parlé de l'évolution du nom de la famille d'été, que je connais un peu.
il y a un mot qui n'a pas été, prononcé, en fait, c'est le terme péjoratif. Et c'est vrai que... Quand il parlait du mot tradition, c'est ça? Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, quand on parle de folklore, tout le monde dit c'est péjoratif. Parce que c'est aussi un terme qui est utilisé très couramment, entre autres dans les médias, d'une manière péjorative. Alors évidemment, on a vite fait de faire une association avec ce mot, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même un peu gênant pour nous. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, je voulais dire que quand on parle de tradition vivante, nos groupes folkloriques n'ont pas le choix d'évoluer. Mais déjà on évolue, puisque bon, il y a été question des costumes, des tissus qui sont utilisés, etc. Nos anciens qui portaient ces costumes ne montaient pas sur scène. Donc déjà, le fait que nous soyons mis à prendre les costumes, à interpréter les danses, peut-être pas forcément à 100% comme elles étaient exécutées, mais toujours est-il que les danses qu'on a collectées à un moment précis, c'était une expression de la danse, mais d'un village à l'autre, les expressions étaient aussi complètement différentes. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on se présente sur scène avec un costume qui est reconstitué, avec une musique qu'on a fait évoluer, puisque aujourd'hui on orchestre nos morceaux de musique. Donc on les fait évoluer, la Bretagne en est un bel exemple. Et puis les chansons traditionnelles que l'on a collectées, eh bien souvent on ne les exprime pas sur scène de la même manière qu'on les a collectées. On les a aussi orchestrés, et puis, eh bien, moi, ça ne me gêne pas du tout, un chant traditionnel, de l'aménager pour qu'il soit aussi plus présentable, plus vivant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il ne faut pas qu'on devienne un folklore de musée. Il faut absolument, pour moi, que l'on soit... Oh, les musées sont pas toujours poussiéreux non plus. Non, ils sont ni poussiéreux ni figés. Enfin, pas chez nous en tout cas. Non, mais je veux dire, ce serait une image qu'on pourrait se donner d'être un folklore d'hier et puis qu'on ne veut pas bouger, ne veut pas évoluer. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Si l'on veut continuer à exister, eh bien, il faut qu'on évolue et il y a un gros travail à faire. Je rejoins plusieurs intervenants. Il y a un gros travail à faire au niveau des écoles. Nous aussi, on intervient dans les lycées. On a un rendez-vous prochain dans un lycée, justement, avec des jeunes du groupe pour parler justement de ce que l'on fait, pour essayer de faire découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond énorme à faire, mais il faudrait aussi, là encore, je pense que l'on ait un soutien des médias, et pour le moment on l'a pas. Voilà. Il faudrait pouvoir peut-être avoir, comme les beaux monuments de France. Les monuments de France font partie effectivement de notre patrimoine, mais les traditions populaires que nous représentons aujourd'hui font partie également du patrimoine. Je ne voudrais pas aller à une dérive en disant faisons une Notre-Dame du folklore, mais presque. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la visibilité... à part aujourd'hui lors de ce séminaire, et heureusement qu'il existe, mais où sommes-nous visibles alors que nous faisons partie de cette histoire? Et cette histoire, elle n'est pas figée, cette histoire continue. Mais je pense qu'il faut tout simplement continuer à se regrouper, être de plus en plus vigilants, et plus nous serons nombreux pour porter cette parole, et plus cette parole aura des chances de pouvoir, à un moment donné, aboutir. Nous le verrons ou pas. Mais en tous les cas, je pense que c'est en se rassemblant, et non pas en se divisant, que nous aurons effectivement cette possibilité de construire quelque chose et de se faire reconnaître. Concernant juste le folklore, le côté, effectivement, à un moment donné, un peu péjoratif, il ne faut pas oublier une période un peu sombre de notre folklore, qui a été les après-guerres, où prendre un costume folklorique, c'était un petit peu n'importe quoi et un peu n'importe comment, et de faire un simili-folklore qui ne nous a pas forcément aidés. Donc je pense qu'il faut être vigilant sur ce que l'on fait. Il faut être effectivement vigilant sur ses racines et ses identités, les faire évoluer, mais être effectivement très précautionneux de ce que nous présentons, et en plus être très fier de ce que nous présentons. Une autre réaction peut-être? Alors, voilà.
Moi, j'aurais voulu savoir comment le miracle s'est produit en Bretagne. Il y a 25 ans, il était honteux pour un adolescent de porter le costume de folklore. Comme chez nous, dans l'Isère, on avait des adolescents qui mettaient des serviettes pour traverser la rue pour que leurs copains ne les voient pas. Et pour que 25 ans plus tard, on ait un flot de jeunes qui veuillent faire des folklores. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez fait? Alors, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, mais enfin, je pense qu'il y a plusieurs explications. Il y en a une, en tout cas, qui tient en nos dernières bigoudaines. Ces femmes qui ont toujours continué à porter ce pain de sucre-là. Effectivement, il y a plusieurs qui m'ont raconté que dans les années 70, on leur jetait des cailloux. Voilà, c'était honteux. Voilà, elles étaient vraiment, vraiment mal considérées. Mais je vous disais qu'on avait une appartenance on avait un sentiment d'appartenance très fort qui passait par le vêtement. Donc, ce sont des femmes qui ont continué à la porter. Dans les années 1990, elles étaient encore plus de 500 à la porter au quotidien. Des femmes âgées, évidemment, mais à la porter au quotidien. Donc voilà, le flot s'est tari petit à petit, mais elles ont quand même continué malgré tout. Une des dernières que j'ai rencontrées me disait, mais vous vous rendez compte, sans ma coiffe, qu'est-ce que je serais? Je dis, je sais pas. Et elle m'a dit, mais je serais comme tout le monde. Oh, quelle horreur. Et alors, pour elle, c'était inenvisageable d'être comme tout le monde. Et du coup, je crois que cette résistance à l'uniformisation a fait un petit peu, elles sont devenues une sorte de symbole qui a fait que petit à petit, on s'est dit, mais finalement, c'est peut-être elles qui ont raison, en fait, de résister à cette uniformisation mondiale et de porter haut notre identité, voilà, et qu'en fait, finalement, on en est très fiers. Mais pour ça, il a fallu effectivement 20 ou 30 ans de jetage de cailloux. Voilà, et petit à petit, cette image-là, elle est apparue sur les vêtements, elle est apparue aussi sur nos voitures, avec la petite bigoudaine d'Alice Brace qu'on voit un petit peu partout là. Voilà, on s'est réapproprié cette image comme une sorte de fierté, de résistance à la mondialisation. Et qui font que finalement ce vêtement est devenu une forme de résistance. Et je crois que les jeunes, ils aiment bien ce côté un peu résistance. Et puis petit à petit, voilà. Ah oui, bien sûr, on a eu des grands musiciens qui ont porté le mouvement très haut au niveau français. On a eu des producteurs qui nous ont fait danser au Stade de France, à Bercy, sur les Champs-Élysées. Donc évidemment que tout ce mouvement-là a participé à cette détente. Je ne sais plus qui évoquait cette détente par rapport effectivement à cette honte que pouvait ressentir la jeunesse. Ouais. Alors, madame là-bas. Armel, tout le monde me connaît, pour la Bretagne. Je dirais aussi qu'au niveau de la Bretagne, il y a eu une volonté régionale. Il y a eu toute une démarche politique qui a fait que la diffusion de la culture bretonne, des cultures bretonnes, parce qu'elle est gentille, Solène, elle nous parle du pays Bigoudin, mais il y en a quand même d'autres. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 1500 coiffes répertoriées en Bretagne et qui sont différentes. Bon. Donc je dis, une politique de régionalisme, ça a commencé par l'école. L'apprentissage des danses, l'apprentissage des chants chez les tout petits, c'est diffusé dans les écoles. Ça a commencé aussi par les deux fédérations, Kenda et Warler, qui ont organisé de manière régionale des stages de formation, des stages de danse, des stages de broderie, des stages de savoir-faire, des stages de musique. Et actuellement en Bretagne, toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, toutes les semaines, il y a un stage quelque part dans les différents domaines. Et ceux qui veulent aller à ce stage font quelquefois des kilomètres. Ça a été cette volonté-là. Moi, je ne parle pas pour mon compte parce que moi, je suis d'ailleurs. Je suis rentrée là-dedans parce que j'ai aimé tenir mon équilibre. Mais c'est pour ça que quand vous dites aussi vos racines, nos racines, vous faites rigoler là, parce que moi je suis plus loin
qui vient de Pologne. Donc, c'est à peu près le même vécu. Hein. Donc, parlez pas de racines, parlez d'adoption de la culture. C'est fini. Et Julien, vous en aviez parlé tout à l'heure de ça. Oui, je parlais justement d'adoption, de territoire sur lequel, moi pareil, hein, je n'ai pas de naissance d'ici, enfin de lien ici, mais j'y suis né. Et c'est dans ce sens-là où je me sens aussi dans cette envie-là. Et ça rejoint un peu aussi un thème et un mot que je voulais aborder, qui est celui de la légitimité. C'est-à-dire que parfois, certains musiciens sont interpellés en disant mais comment vous pouvez nous parler de musique traditionnelle ou faire des musiques traditionnelles, mais en fait de se poser cette question, quelle légitimité on peut avoir à utiliser ce répertoire. Et justement, je crois qu'il faut faire attention à ça et s'enlever un peu cette barrière-là, de dire ici on a dans la région une journaliste qui travaille dans une radio et une télé occitane, qui est brésilienne, mais qui a appris cette langue et qui a envie de la continuer, de la cultiver et qui la parle très très bien. Après, je voulais rebondir un petit peu sur ce que nous disaient nos amis de la Vendée. Concernant, effectivement, il faut faire attention aussi de ne pas se fourvoyer et de ne pas rentrer dans le modèle de la communication pour justement essayer de rassembler. C'est un peu ce qu'on s'est dit, nous, quand on s'est dit peut-être c'est pas une bonne idée de changer de nom. Essayons plutôt de transformer cette image plutôt que de se mettre dans le moule. Et on constate actuellement que justement, quelque chose qui peut être assez vendeur, finalement, c'est l'authenticité. Alors pour vendre peut-être d'autres produits, j'utilise le mot vente et marketing exprès pour provoquer un peu, mais où finalement le retour à l'authenticité, vivez quelque chose d'authentique, de naturel, de vrai, ce retour aux sources peut-être être quelque chose qu'on peut utiliser nous pour mettre en valeur notre matière, quoi. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport aux musiciens. Nous effectivement on a quelque chose qui... l'utilisation de la musique, comme vous disiez tout à l'heure, on peut utiliser d'autres instruments de musique. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut plus facilement aller peut-être chercher du nouveau public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la mixité des publics. J'ai fait récemment une création Tradérap, où j'ai invité un groupe de musiciens qui sont jeunes, mais qui travaillent sur un répertoire plutôt de musique d'Auvergne, avec vielle à roue, accordéon et guitare, et j'ai invité un rappeur de Perpignan, Erkan, à venir poser des textes dessus. Cette rencontre, elle n'était pas juste pour plaire à un nouveau public, elle était pour travailler cette mixité, travailler ce mélange, mais aussi quand même, ils ont fait des interventions dans les collèges pour intéresser les élèves à d'autres choses. Et moi, de voir les élèves qui arrivent par le rap, mais finalement se retrouver devant une scène où il y a une vielle à roue, un accordéon, où on va leur parler de bourré, je trouvais ça très 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 riche. Donc voilà, je pense que c'est des ponts, c'est des liens à faire, mais sans perdre quand même l'ADN, nos valeurs, sans se pervertir en fait. C'est là où il peut y avoir des dérives dans l'envie de plaire à tout le monde. Non, c'est pas possible. On a quelque chose de riche, on a quelque chose d'intéressant. Voilà, comment on peut effectivement attirer un nouveau public et faire que les jeunes aient aussi envie de s'en emparer et n'en aient pas honte, quoi. Bien au contraire. D'autres réactions dans le public ? Oui, moi pour aller dans le même sens que monsieur, à la télévision, on est très souvent toutes les publicités dans la tradition, dans l'authenticité, pour moi jusqu'à Lambert plutôt que celui-là, parce qu'il est authentique. L'élevage des poulets est fait dans la tradition, on en est tout le temps, voilà. Je ne parle pas de la bigoudelle, n'est-ce pas, parce que les pauvres petites sœurs avec Tipiac, mais on est toujours. Et comment se fait-il que nous n'en profitions pas, en quelque sorte? Je pense que si on n'en profite pas, c'est qu'il n'y a pas de décision politique. Pour qu'il y ait effectivement la possibilité d'avoir un maximum de visibilité, il faut qu'on nous donne la possibilité d'avoir de la visibilité. Ça, c'est une première chose. Il faut avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et il faut avoir une écoute. Et il faut avoir effectivement des interlocuteurs qui puissent défendre ce que nous faisons. Et il faut nous faire connaître un maximum. Nous le faisons en région, vous le faites dans vos régions, mais ça ne suffit pas.
Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. En Pologne, par exemple, il y a une véritable prise de conscience. Et une prise de conscience pour diverses raisons. Mais il y a celle, effectivement, où l'identité polonaise ou l'ethnie qui est composée ou de juifs ou de tziganes ou de la communauté orthodoxe qui a émigré en Pologne, celle-ci, elle fait partie intégrante de notre folklore, et celle-ci, on la défend. Mais on la défend aussi parce qu'il y a des échanges qu'il y a eu à un moment ou un autre dans notre histoire en Pologne avec l'arrivée des Alsaciens qui nous ont laissé des danses. Mais l'inverse est vrai aussi, où les Polonais ont laissé des danses également en France. Vous avez aujourd'hui la mazurka, vous avez la varsovienne, vous avez parfois aussi en Provence, je l'ai appris, la polonaise. Mais voilà, la mixité du folklore passe, mais il y a une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience permet effectivement d'avoir une visibilité en région et d'avoir une visibilité nationale. S'il n'y a pas cette visibilité, on aura beau essayer de faire ce qu'on peut dans notre petit coin, on ne va pas beaucoup y arriver, à part certaines régions, comme la Bretagne qui se défend très très bien, comme l'Alsace qui se défend aussi très très bien et qui est très présente auprès de la région et qui est reconnue, effectivement, les traditions alsaciennes sont reconnues auprès des autorités et toujours présentes. Je pense qu'il faut que tout le monde fasse la même chose, mais qu'on puisse s'unir, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'union fait la force. Donc il faut qu'il y ait une véritable volonté. Et cette volonté, il faut la demander, il faut la provoquer peut-être. Alors en Bretagne, tout n'est pas si rose. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur effectivement le modèle économique, notamment des fêtes et des festivals, avec de rares festivals qui s'en sortent financièrement. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui pèsent sur ces moments, enfin sur ces temps forts-là. Donc aujourd'hui, il y a quand même un questionnement sur le modèle sur le modèle de la fête, quoi. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un tournant pour effectivement se réouvrir, se réinventer? Enfin, il y a un vrai questionnement en Bretagne sur cette question-là. Voilà, effectivement, c'est curieux qu'on n'arrive pas à s'emparer de cette mode-là, du retour aux sources. Oui, alors. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que moi je suis très interrogatif sur l'absence de résonance que notre mouvement ne fait pas naître. Et j'ai presque envie d'interpeller la modératrice sous sa casquette de journaliste. Parce que je voudrais savoir pourquoi nous n'intéressons pas véritablement les médias. Est-ce que c'est nous qui sommes, je vais dire, de mauvaise qualité pour ne pas fournir quelque chose de suffisamment attractif, de suffisamment visuel, pour que les médias s'y intéressent, ou y a-t-il d'autres raisons qui nous échappent en non-spécialistes? Vous souhaitez donc mon point de vue? Oui, c'est un petit peu celui-là, parce qu'on a la chance de vous avoir. Mais je vais vous le donner. À mon niveau, je pense que peut-être vous ne communiquez pas assez, pas comme il faut. Participez-vous à des reportages ou êtes-vous fermé? Si quelqu'un vient vous voir et vous dit voilà, je tourne une émission, un reportage sur le retour des traditions, est-ce qu'on peut vous suivre pendant une semaine? Je ne suis pas certaine que vous disiez bien sûr, on vous accueille avec plaisir et vous tournez. Peut-être, mais je ne sais pas. Mais on n'est pas tellement sollicité non plus, quoi. Parce que quand on est sollicité, on saute dessus, même si c'est Non. Pardon. On demande à une personne, on va dire un peu béotienne par rapport au folklore, de dire son ressenti. Faut-il encore qu'on soit honnête? On souhaite plein de choses, étant capable d'assumer ces choses-là, et puis on se retrouve face à une caméra, donnons-nous vraiment l'image qu'on a envie de donner, et de temps en temps, est-ce qu'on ne s'interroge pas en se disant on n'est peut-être pas aussi bon qu'on l'aurait souhaité, et en fin de compte, ce qu'on a réclamé pendant des années, au moment où ça arrive, on se sent des fois pas tout à fait prêt. Alors,
est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à avoir une caméra qui va venir, non pas sur un festival ou sur une scène de danse, mais chez vous, pour aller voir votre enfant et lui demander pourquoi il a décidé de se mettre en costume, quelle est la réaction de ses copains, filmer la réaction des copains qui vont lui dire « Ah, mais t'es trop ringard », tout ça. C'est ça la télévision, c'est montrer aussi tout ça. Parce que sinon, c'est un sujet au JT de TF1. Mais en fait, des sujets au JT de TF1, il n'y en a pas tant que ça, à part chez Pernod au 13h. Mais bon, voilà, les émissions qui font 1 million de téléspectateurs à 20h30, elles vont aller explorer autre chose. Il faut être prêt à leur donner. Alors après, je ne vous dis pas de tout donner, parce que le sensationnalisme, c'est pas forcément bon. Il faut savoir aussi... pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous représente, je pense, qui soit capable de confier une partie de vous aux bonnes productions, qui ne vont pas en faire n'importe quoi. Voilà. Il faut communiquer. Voilà. Selon moi, c'est vraiment ça. Et il faut que chacun d'entre vous ait cette volonté de partager sa culture avec les autres et avec les journalistes dont je fais partie, oui. Oui. Il y a également un choix du producteur, forcément. Récemment est parue sur une chaîne une émission qui avait la vocation de présenter une partie du Poitou, notamment la Tour de Normande, Poitiers et les îles de Charente-Maritime. C'était des surprises très intéressantes, mais ils ont coupé la Tour de Normande sous le prétexte qu'il y avait beaucoup trop de châteaux, et on a vu pendant cette émission un avion voler dans le ciel pendant au moins 10 minutes. Cet avion, on l'aurait vu 20 secondes, serait largement suffi. Un avion qui vole, c'est bien qu'il ne tombe pas. Mais il faut être force de proposition. C'est-à-dire que... Ils ont coupé le truc parce oui, que mais ça, les choix éditoriaux d'un rédacteur en chef, bon, celui-là, il n'est pas judicieux, mais il faut qu'il y en ait beaucoup, des sujets. En fait, un seul, ça ne suffit pas. Et je pense qu'il faut être force de proposition et qu'il y ait quelqu'un qui vienne aller solliciter les médias en leur disant on vous propose ça, on vous propose ça. Alors, je vais vous dire un truc qui va vous faire bondir, mais il pourrait très bien... Moi, par exemple, j'ai été en vacances au Village Club du Soleil à la Baule et je me suis retrouvée à avoir un groupe folklorique breton. La première réaction, c'était quoi? C'était mais c'est pourquoi non. Bon, en fait, c'était la Bretagne. On était en Bretagne, ils ont eu raison de faire ça. Et on a tous dansé avec eux. Au début, la première réaction, c'était de dire ouais, non. Mais au final, on y va. Et ben, s'il y avait un groupe folklorique dans une émission très regardée, une quotidienne, il y aurait des réactions négatives, il y aurait des réactions positives, mais on en parlerait. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt aussi à affronter le regard parfois moqueur, hein, je pense, j'imagine. Mais il faut passer par là, selon moi. Vous me donnez mon avis, je vous le donne. Oui. Quelques-uns de nos groupes sont passés dans une émission qui s'appelait La chance aux chansons. Oui, mais là, vous parlez, d'accord, mais enfin... Très bien. Et il y a eu aussi au journal de TF1, Jean-Pierre Pernon, qui invitait des gens traditionnels. Et puis, vous parlez de communication, et il se trouve que nous venons de terminer cette semaine nos nouveaux outils de communication. Vous parlez de reportage, notre chargé de communication, qui est un professionnel, est allé dans des salles de répétition, en Alsace, ailleurs, interroger les gens, les jeunes, savoir pourquoi tu fais du folklore, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu y trouves, qu'est-ce que ça t'apporte. Et ces documents ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai pas ça, mais ils sont extrêmement regardés. Donc, mais ça, c'est sûr que les réseaux sociaux, et si vous faites des petits modules courts qui vont devenir viraux, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un modèle qu'il faut suivre, parce que c'est l'air du temps et que la télé, finalement, ça devient de la préhistoire. Mais les sujets dont je vous parle, moi, c'est pas ça. Voilà.
Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue de professionnel de la télé. Mais typiquement, sur une émission qui s'appelle 90 minutes d'enquête sur TMC, on parle souvent des familles nombreuses, on a des sujets sociétaux. Moi, même dans mes émissions, j'ai pu en traiter et j'aurais très bien pu avoir un sujet sur le retour à la tradition. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de ces sujets, il va y avoir aussi les aspects négatifs. Parce qu'on ne peut pas faire de la promotion ou de la publicité pour quelque chose. On fait un état des lieux de ce qu'il y a. Et donc, on va montrer aussi des dérives. Voilà. Il faut le savoir. Il faut être prêt à ça. Et je pense que c'est ça qui peut faire vraiment bouger les choses. Pardon ? J'en sais rien, je vous pose la question. Je vous pose la question parce que pourquoi ça n'a pas été déjà fait alors ? Vous voyez ? Alors, est-ce qu'on ne prend pas une autre réaction puis après on pas... Juste une petite, c'est que il me semble qu'avant de communiquer pour être apprécié, on n'en est malheureusement pas là et qu'on doit d'abord communiquer pour exister. Et exister, ça veut dire qu'on accepte de se présenter avec ses défauts et en sachant aussi que tout l'aspect péjoratif du folklore va nous revenir très violemment dans la figure. Et il faut être vraiment prêt à ça et l'accepter. Et après tout, pourquoi les gens n'auraient pas le droit de penser que nous sommes des ringards, qu'on ne sert à pas grand-chose et qu'on n'est pas bon. Je veux dire, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Bien sûr que je ne suis pas d'accord. Mais je vous rappellerai qu'il y a quelques années en arrière, alors, je suis désolé les jeunes, vous allez complètement décrocher, mais il y avait Michel Pollack, qui avait une émission, et qui avait invité la Confédération à y participer. Et nous étions quelques-uns à avoir défendu le point de vue pour y aller, en sachant qu'on allait se faire massacrer. C'était aussi un peu le but de l'émission. Et on avait fini par accepter d'y aller, parce que c'était nécessaire déjà pour exister. Il y a quelques années, l'émission de Pollack. Voilà. Bon, on fait passer dans l'émission qui a été supprimée par quelqu'un qui faisait des maisons plus que de la télé. Il est arrivé à faire bruit. Et voilà. Mais c'était l'émission où on est parti. Et ça, c'est vrai que c'est accepter une certaine violence, parce qu'on la connaît tous, cette violence. Ah oui. Mais quand elle va se concrétiser, quand elle va être sur la place publique, ça va être quelque chose de difficile. C'est pas grave. Malheureusement, on va commencer déjà à exister. Mais certains, je pense, sont plus aptes à communiquer que d'autres. Et il faut savoir déjà, en premier lieu, définir qui parle et qui parle moins. Parce qu'on n'est pas tous prêts à être... Non mais... Voilà, aujourd'hui il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tout ça va très vite et ça peut être très compliqué à gérer. C'est des reportages qui sont multi-rediffusés. Là, je fais pas ma pub, mais c'est vrai, c'est multi-rediffusé. Les gens, au bout d'un moment, ils peuvent dire, moi, j'ai plus envie là. Bon, mais faut être prêt. Mais vous avez quand même des valeurs qui sont intéressantes, des valeurs de partage, de tolérance, et ce serait bien de communiquer là-dessus. Alors, je crois que Pierre Lasserie veut parler. Du coup. Il y a pas que le micro arrive. Je peux. Il y a le micro pour M. Lasserie. Oui, non, moi je voulais juste apporter une petite précision. Je crois qu'on a aussi, nous, à être très vigilants, à garder cette ouverture et à laisser aussi des gens s'emparer de ce sujet sans décrier. Je prendrai juste deux petits exemples. La chanteuse Camille, que certains connaissent certainement ici, a fait sur son dernier album, a utilisé la matière des musiques traditionnelles et a notamment fait une bourrée à deux temps qu'elle fait danser sur scène. Alors il y a eu une petite polémique parce que cette bourrée de temps, elle l'a marquée comme étant traditionnelle alors qu'elle est certainement écrite par quelqu'un. Donc il y a une petite un peu guéguerre comme ça à l'intérieur sur Facebook, l'endroit sur lequel il ne faut certainement pas communiquer et discuter. Mais tout ça pour dire que certains disaient oui mais en fait elle gigote, elle danse la bourrée n'importe comment.
oui, peut-être qu'elle ne le fait pas comme on le fait dans certaines écoles ou dans certains cours. Par contre, elle le fait au Zénith. Elle le fait sur des festivals devant 5000 personnes. Et rien que pour ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Il ne faut pas tuer les initiatives spontanées. Et c'est le deuxième exemple, c'est le film Le Grand Bal, qui a été projeté au Festival de Cannes, qui a été sélectionné au César, et qui parle d'un festival qui a lieu en Centre-France, qui est comment dire, un festival de danse. C'est pareil, là certains vont dire ah oui, mais ça représente qu'une partie de cet univers. Certes, mais par contre, c'est projeté à Cannes, et je crois que il faut être vigilant aussi à garder cette ouverture de dire c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais au moins ils le font et ils l'amènent à un autre endroit. Merci. Oui, alors, Pierre Bassery, donc de l'agence LSP. Je suis donc l'agence de communication depuis quelques années, depuis 3 ou 4 ans, de France Folklore, et j'en suis ravi parce que c'est passionnant de communiquer pour vous. Alors, ce que je voulais réagir, puisque Claude Sarail m'a cité, j'ai fait il y a peut-être un an de ça, quelques mini-films qu'on appelle des micro-trottoirs au sein d'un ou deux groupes du côté de Strasbourg. Et je suis tombé sur peut-être une demi-douzaine de personnes qui ont accepté de répondre, de tous âges, une jeune fille de 15 ans, un jeune danseur de 25 ans. Et chacun, très spontanément, a répondu, s'est présenté, a expliqué les motifs, l'enjeu pour lui du folklore, ce qu'il y trouvait, ce qu'il y avait trouvé. Et ça, ces petits films qui ont une valeur purement personnelle, sont devenus, par exemple, si je prends l'exemple de la petite jeune fille de 15 ans, il a fait 3000 vues ou 4000 vues sur les réseaux sociaux qu'on a partagé sur la page de France Folklore. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement, c'est pas la panacée, la communication n'est pas la panacée. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en interviewant les jeunes gens et les gens de tous âges qui pratiquent, qui ont cette pratique du folklore, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont un temps d'avance sur la plupart des autres personnes de leur âge, d'autres activités, parce que, pourquoi ils ont un temps d'avance? Parce qu'ils font du folklore, parce qu'ils savent se présenter sur scène, ils savent être devant un public, ils savent s'exprimer, autant ils savent s'exprimer avec leur corps, autant ils savent s'exprimer avec leurs mots, et structurer leur pensée pour exprimer ne serait-ce que ce qu'ils trouvent dans le folklore. Et ça, à mon avis, c'est une richesse. Je réponds à M. Riffaut. C'est une manière de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir ensuite parler à un journaliste qui aura un jour l'opportunité de vous interroger ou de venir faire un sujet ou de vous intégrer dans un reportage plus loin. Donc, juste pour terminer, sans refaire tout le plan de com qu'on a fait il y a 3 ans, dans un plan de communication bien fait, il y a cette partie communauté management, c'est le nom un petit peu barbare en jargon, ça veut dire qu'on fait parler les gens, ils s'expriment et on fait diffuser ça dans les réseaux sociaux. Et il y a aussi l'aspect communiqué de presse, relation avec la presse et relation publique. C'est que ça veut dire que chacun, dans votre région, dans votre ville ou dans votre groupe, vous pouvez communiquer auprès de la presse en disant voilà ce qu'on fait, voilà le spectacle ou le festival auquel on va participer, on vous convie à venir, on vous offre le petit déjeuner ou ce que vous voulez, et puis les journalistes viennent ou ne viennent pas, c'est leur choix. C'est leur choix, ou ne viennent pas, mais bien sûr, c'est leur choix de ne pas venir, c'est le choix de ne pas comprendre, c'est le choix de ne pas connaître. En publicité, il y a un slogan, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. Enfin, c'est surtout qu'ils sont aussi sursollicités. Hein. Donc, ils ne viennent pas parce qu'ils ont beaucoup d'événements. Il faut savoir être attractif. Voilà. Et après, effectivement, tout ça, c'est le boulot de la communication. Je termine mon intervention pour dire que ça commence comme ça commence par un petit film. Et je rappelle que je vous ai tous sollicités pour que vous fassiez des petits films comme ceux qu'on avait montrés comme exemple et qui ont très bien fonctionné sur le plan interne et qui ne peut pas fonctionner de loin en loin sur le plan plus large. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors je pense qu'on va faire une petite pause, il me semble, pour nous restaurer, non ? Hein ? On est d'accord. Voilà. Donc on va déjeuner et puis on se retrouve après où on parle toujours de tradition, d'inclusion, voilà, et de partage. À tout à l'heure.